Oui, avec l'image du jour, Vladimir Poutine, et vous l'avez vécu sur LCI, qui rencontre les mères de soldats tués en Ukraine. Écoutons le chef du Kremlin. Au nom du gouvernement de la Fédération de Russie, nous partageons votre douleur. Nous comprenons que rien ne pourra vous restituer vos enfants, vos fils qui sont partis, surtout pour vous, les mères qui avaient chéri vos enfants. Je tiens à vous dire que nous partageons cette douleur avec vous et nous allons faire tout pour que vous vous sentiez, pour que vous ne sentiez pas oublié. Yannick Mireur, vous vouliez réagir à cette intervention du président russe? Oui, entre-temps, en la réécoutant, elle me rappelle un proverbe russe qui dit « Celui que l'on n'attend pas est pire que le tatar ». Ce qui veut dire que ça nous ramène aux questions de politique intérieure. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, avec le déroulement de cette campagne, cet exercice assez extraordinaire, même s'il faut quand même être juste aussi, dans des situations comme celle-là, tous les régimes et tous les chefs d'État se doivent malheureusement de se prêter à ce genre d'exercice quand même. Bon, on sait, ceci étant dit, quelle est la nature plus profonde et historique, et telle qu'aussi l'a développé pendant 20 ans de règne, Monsieur Poutine, ce n'est pas tout à fait à son crédit. Mais ça nous ramène justement aux questions de politique intérieure, savoir est-ce que le régime tel qu'il est aujourd'hui pourra survivre, quelles sont les dynamiques et les rapports de force en interne dans toutes les différentes facettes de l'appareil de sécurité qui caractérise et qui est la colonne vertébrale de l'État russe après avoir été de l'État soviétique, à ce conflit. Et donc, précisément, rien n'est prévisible. Le pire, donc le tatar, peut, selon le proverbe russe, peut advenir. Et on voit bien que ça semble un petit peu tourner sur soi, avec un constat qui est celui d'une situation, d'un échec en fait militaire, mais d'une situation qui, avec les attaques récentes sur Kherson et d'autres villes, continue à dévaster. Et donc le prix à payer un jour de tout cela, en interne, je ne parle pas de plan international, déjà en interne, pour la survie de ce régime, et quand même la question qui est lancinante, on l'a déjà posée, mais elle devient de plus en plus lancinante, et à mesure que l'on voit ce type d'exercice, dans la façon dont c'est appliqué, je suis sûr que vous avez des commentaires là-dessus, par M. Poutine et sa personnalité. Autre extrait, justement, de Vladimir Poutine, toujours, c'était en direct il y a quelques instants avec ses mères de soldats morts en Ukraine. Pas de condoléances, mais un partage de la douleur, et quand même des héros. J'ai toujours été impressionné par leur attitude, par leur engagement. Et donc je sais que les soldats partis au front restent en contact d'habitude avec leur famille et ce sont des vrais héros. Yves Bourdillon, votre réaction? Il y a un petit sourire quand même quand il parle de héros, des héros qu'il n'a pas forcément rencontrés, contrairement à ce qu'il dit. Oui, puisqu'il ne va pas sur le front, mais on sent un manque total d'émotion et de compassion. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui n'a fait aucun progrès par rapport à 2000, où je me souviens de cette vision assez forte, où quand le sous-marin Kursk avait disparu avec 120 marins à bord, les maires étaient venus lui dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il avait répondu « il a coulé ». D'un air totalement de bureaucrate, donnant une information sans penser du tout, qui s'adressait à des gens qui venaient de perdre leurs enfants. Donc là, c'est à peu près la même chose. Il est toujours dans cette démarche-là. Et il va falloir quand même qu'il fasse un petit progrès, parce qu'il va devoir annoncer très probablement dans quelques semaines une deuxième vague de mobilisation, qui est le grand enjeu du mois de décembre, probablement vu les revers sur le terrain. Et il y en a peut-être 300 000 qui ont été mobilisés et dont une grande partie, enfin plusieurs sont morts, et il y aura une deuxième vague en janvier, sinon il va perdre la guerre. De toute façon, la deuxième vague ne lui permettra probablement pas de gagner la guerre. Donc il y a une deuxième opération d'émotion et de relations publiques qui va devoir monter, et on sent quand même qu'il n'est pas très doué pour ça. Alain Barlouet, correspondant du Figaro à Moscou, merci d'être avec nous. Alors, très concrètement, la diffusion a été coupée après l'intervention de Vladimir Poutine, au moment où ces mères de soldats tués devaient prendre la parole. Est-ce que ça continue du côté de Moscou? Est-ce qu'on les entend, ces mères?
Manifestement, cette réunion qui réunit donc une quinzaine de femmes autour du président russe et qui se tient à la datcha du président à Novo-Garevo, pas très loin de Moscou, cette réunion continue. Actuellement, et avant de vous parler, je n'en ai pas vu les images, et ça sera intéressant de savoir effectivement ce que ces maires vont dire au président. Parce que ce qui est intéressant de constater, c'est que tous ces derniers jours, on a vu une profusion, un fourmillement sur le web russe de messages envoyés par des femmes de tous les coins de Russie sur leur compte Telegram pour exprimer leur inquiétude, voire leur colère. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la plupart de ces mères d'abord présentent leurs fils comme des héros, ne se positionnent pas contre la guerre, elles veulent que les choses se déroulent bien. Elles déplorent que leur fils n'ait pas été formé, ait été envoyé sur le front alors qu'on avait dit que ça ne serait pas le cas, ou du moins pas tout de suite, qui sont sous-équipés, qui sont mal commandés. Voilà les récriminations. Elles veulent que les choses se passent dans les règles et se passent bien. Et il y a toute une profusion de messages où certaines vont un petit peu plus loin, demandent des négociations avec l'Ukraine, veulent des assurances qu'on n'emploiera pas l'arme nucléaire. Et donc là, il y a tout un fourmillement, toute une montée, une inquiétude, un bouillonnement qui est effectivement de nature à inquiéter le pouvoir à un moment où la situation militaire sur le front est celle que vous savez. Et donc tout ça est surveillé comme du lait sur le feu par le pouvoir. Mais jusqu'à présent, il ne faut pas se méprendre. Ce ne sont pas des femmes qui viennent manifester contre ce qu'on appelle ici l'opération militaire spéciale. Pas à ce stade, tout du moins. Alain Barluet, savez-vous quelle est la suite que le Kremlin donnera à cette réunion? Il a parlé de propositions qu'il écouterait de ces maires qu'il a reçus ce matin dans sa datcha. Écoutez, les suites qui peuvent être données, ce sont celles qui, théoriquement, ont déjà été lancées. C'est-à-dire, et Vladimir Poutine a dit à ses mères et à ses épouses, nous ne vous oublierons pas. Et donc, ça peut signifier que, effectivement, il va y être encore plus vigilant sur, d'abord, que les aides promises et les aides financières, les pécule important d'ailleurs qui est promis à ces mobilisés soient versés, que les erreurs qui ont été admises par Poutine et son ministre de la Défense, Shoigu, il y a quelques semaines, c'est-à-dire des personnes handicapées envoyées sur le front en dépit de leur spécialité, de leur expérience, des étudiants alors qu'ils n'ont pas à partir, tous ceux, ou des personnes trop âgées, voilà, tout ceci doit être, toutes ces erreurs, c'est le mot employé, doivent être réparées, enfin veiller à ce qu'elles ne se produisent pas, et c'est ça les suites, puisque ce qu'on sait, et vous l'avez dit, la perspective vraisemblable, possible, c'est que la Russie, face aux difficultés sur le front, aura envoyé combattre encore davantage d'hommes. Mais le président russe est sans doute en train de dire à ses femmes, oui, ce sont des héros. Ils doivent, c'est encore en quelque sorte un combat sacré. On va veiller à ce que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et le président, je ne sais pas si vous l'avez signalé, a aussi dit à ces femmes, attention, eux seuls connaissent la vraie difficulté de leur mission, de cette mission sacrée du combat en Ukraine. Faites attention à ce qui se dit sur Internet, faites attention aux fake news. Et là, évidemment, c'est aussi un message récurrent du Kremlin. La parole de Poutine, l'information et la désinformation sont des outils de lutte. Question, Alain Barluet, vous l'évoquiez, et Bourdillon l'évoquait aussi sur ce plateau, cette deuxième vague de mobilisation, est-ce que vous sentez que le Kremlin prépare l'opinion publique russe à cette deuxième vague de mobilisation, peut-être en janvier ou en février ? Écoutez, pour vous dire la vérité, ici à Moscou, moi, on ne le sent pas
vraiment, mais ce qui est certain, c'est que la rumeur, une inquiétude qui est vraiment maintenant réelle. Et vous savez, je le rappelle, la guerre qui pendant des mois, jusqu'au 21 septembre, jour de la mobilisation, était en quelque sorte, du moins dans les grandes villes comme à Moscou, largement virtuelle, eh bien, elle est devenue très réelle, c'est une préoccupation et chacun a ça en tête. Donc, c'est vrai qu'on entend en parlant aux uns et aux autres, autour de soi, aux amis russes, cette inquiétude pour la fin de l'année, pour janvier, peut-être d'une nouvelle vague de mobilisation, et cette inquiétude est là. Concrètement, les signes, je dois vous dire qu'on ne les voit, on les voit pas encore. Alain Barluet, restez avec nous. Vous nous présentez cette femme comédienne, Olga Boudina, dans votre papier aujourd'hui dans le Figaro, voix dissonance. On en reparle tout de suite après, on va l'écouter. On a un extrait justement d'une interview qu'elle a accordée. Qu'est-ce que je peux te dire? Je pense que la mission des mères aujourd'hui est de tout faire pour préparer leurs enfants. Aujourd'hui, nous n'avons pas de formation militaire initiale. Alors qu'elles arrêtent de regarder la télé et qu'elles expliquent à leurs enfants qu'ils apprennent à utiliser des fusils, à surmonter des difficultés, à être plus endurants physiquement. L'opération militaire spéciale ne se terminera pas demain. Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Si nous sommes raisonnables, nous devons nous préparer. Est-ce que ton fils te demande ce qu'il devrait faire s'il recevait une convocation militaire? Il ne demande rien. Il sait qu'il ira se présenter au bureau de recrutement s'il reçoit sa convocation. Et ira-t-il se présenter? Dès qu'il a été inscrit à l'université, il est allé se renseigner auprès de son bureau de recrutement militaire. Rejoindra-t-il ensuite les forces armées? Évidemment, si je dis que cela devrait être fait, je ne vais pas retenir mon fils. Une autre question, quel est le rôle de la femme? Le rôle de la femme est d'apporter les cartouches aux hommes. Alain Barluet, quel est le poids de cette femme et est-ce qu'elles sont nombreuses comme elle? Écoutez, oui, elles sont nombreuses. Ce qui est très intéressant avec ce message, c'est qu'il est en résonance avec je pense, de nombreuses femmes, de nombreuses familles ici. Très difficile d'en apprécier la représentativité, mais tout de même, on est ici, et tout ça met en jeu à la fois le rôle traditionnel des femmes, qui est bien sûr universel, mais qui est une représentation très forte ici, une dimension sacrée. Et dans un pays où, certes, on a une image de l'homme machiste, de relations, disons, traditionnelles, plus traditionnelles que les nôtres, mais où il y a aussi le rôle de la mère et de la femme qui s'impose et qui doit s'imposer dans les moments où l'homme est, insuffisant, est dans l'incapacité. Et c'est le cas de ces mères vis-à-vis de leur fils. Et là où le message de cette actrice est représentatif, c'est que à l'égal de beaucoup de ces mères qu'on entend sur Telegram ces jours-ci, elles ne demandent pas que leurs enfants échappent à la mobilisation. Elle veut que si je puis dire, qu'ils combattent à armes égales, c'est-à-dire qu'ils soient bien traités, équipés, soignés, commandés. Voilà ce que demandent beaucoup de ces femmes. Elles ne demandent pas elles présentent leurs enfants, leurs fils comme des héros. Et il n'y a pas de remise en cause de l'objectif de la mission, du moins pour beaucoup de ces femmes qu'on entend, et donc on entend aussi des choses tout à fait extravagantes sur les chaînes fédérales ici, où des mères, se félicitent, se disent fiers de voir leur fils partir dans cette guerre, et voilà, tout ça n'est pas forcément contradictoire. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de mères qui ont protégé leur fils lorsque les policiers ont débarqué chez eux pour leur donner cette fameuse paviasque, ce billet de mobilisation. Elles les ont cachés, elles les ont incités à quitter la Russie. Ça existe aussi. Mais il y a, je pense, une majorité de femmes
qui se félicitent avec fierté de voir leur fils partir dans cette guerre, si toutefois ils sont bien, bien traités et si les règles sont respectées. Merci beaucoup Alain Barlouet d'avoir été avec nous. Précieuses informations, précieux renseignements. Revenons d'ailleurs sur ce que vient de nous dire Alain Barlouet sur ce fait qu'il y a, notamment sur les boucles Telegram, peut-être que le Kremlin s'en sert, parce que je rappelle quand même ce qu'a dit Poutine tout à l'heure, l'information et l'indésinformation sont des outils de lutte. Le fait de dire que nos enfants partent à la guerre, c'est pas grave, c'est la grandeur de la Russie. L'idée, c'est qu'ils partent correctement équipés. Depuis le début, d'ailleurs, la préparation, les équipements, etc., ont été quelque chose en question depuis les premiers échecs ou les premières lenteurs, on va dire. Mais il n'y a pas de remise en cause de l'opération spéciale ou de la guerre. Mais je ne suis pas sûr des non-dits. C'est-à-dire qu'à la fois, on a eu l'occasion d'en parler, la société russe, quand même, la question se pose de savoir, le grand absent de tout ça, dans tous ces débats, c'est l'opinion publique et le peuple russe. Bon. Mais parce que c'est un régime autoritaire et qu'il y a une tradition... dit le général, d'ailleurs. Comment ? Il n'y a pas d'opinion publique en dictature. Non, et d'autant moins que c'est la spécificité russe. Parce que l'Asie, la Chine, c'est encore une autre affaire, mais moi, j'ai le sentiment, pour ce que j'ai pratiqué de la Russie aussi, c'est que le peuple, il a été cassé, au fond, et que du coup, l'humour remplace, encore une fois, la manifestation de rue contre le pouvoir. Ça ne se fait pas, en fait, ou sauf dans des cas peut-être extrêmes, mais enfin, à grand péril. En tous les cas, on n'a pas vu ça depuis des décennies. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si, comme le disait le correspondant du Figaro à Moscou, évidemment, il y a des opinions divergentes, certaines femmes qui protègent leurs enfants, ne serait-ce que par réflexe aussi de maternelle, ce qui peut parfaitement se comprendre, dans un contexte de guerre à peu près douteux, ou en tout cas critiquable, et d'autres qui soutiennent, disons, qui font du patriotisme et la défense du drapeau la priorité, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas par dépit. Et c'est ça qui est absolument impossible, c'est qualitatif, c'est impossible à mesurer. Même ceux qui soutiennent... le font-elles par dépit? Elles ont quand même des arrière-pensées, si vous voulez, sur la justesse de cette guerre, la juste guerre. Et en dépit de ça, disons qu'elles placent le patriotisme au-dessus du reste. Donc c'est quand même très compliqué à interpréter. Mais il n'y a aucune manifestation, encore moins de mesures, à part peut-être l'Institut de sondage Levada, qui a toujours été le plus fiable, disons, en Russie, pour mesurer ces choses-là. Mais même ça, c'est très difficile. Alors je précise juste une chose, on va retrouver avec Anne Jean-François Boutor, mais Alain Barlouet nous disait que ce que l'on a suivi, d'ailleurs Poutine, et on regrettait bien évidemment de ne pas avoir entendu les maires, n'est absolument pas diffusé non plus en direct en Russie. Preuve peut-être que Poutine peut se méfier, on va dire ça comme ça, d'une intervention non préparée d'une de ses mères autour de lui. C'était ce qui lui est arrivé justement au moment du naufrage du Koursk en 2000, où en fait il avait été dépassé par la colère de ses mères qui réclamaient de récupérer les dépouilles de ces marins qui avaient coulé avec le sous-marin. Et là, on avait vu un Vladimir Poutine qui avait quand même été dépassé par la colère. Les mères à ce moment-là... Donc là, il a retenu la leçon. Voilà, et les mères à ce moment-là avaient refusé de participer à la cérémonie officielle qui devait être organisée dans le port d'attache du sous-marin. Donc il a retenu la leçon. Les choses sont, on le voit, extrêmement bien. Et là, c'est pas au Kremlin, c'est dans sa datcha. Ouais, dans sa datcha. Elle était vitale, Jean-François Boutor, cette réunion avant une éventuelle deuxième mobilisation dont on l'estime pour le mois de janvier. Moi, j'ai l'impression d'abord, c'est Soviétique Park et back to USSR quand même. C'est-à-dire que vous évoquiez le Koursk tout à l'heure. Au fond, on voit ce qui s'est passé en 22 ans de pouvoir de Poutine, c'est-à-dire la capacité de Poutine et de son régime à façonner les esprits, à entrer, si j'ose dire, dans les têtes d'une bonne partie de la population. Ceux qui ne se sont pas laissés faire, pour une bonne part, sont partis. C'est ça d'ailleurs qui est peut-être le plus tragique de ce moment-là, c'est de voir à quel point il n'y a plus de pensée indépendante chez les gens ordinaires. Ils sont totalement façonnés par la propagande. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que c'est dramatique à long terme pour la Russie. Alors, on met ça en scène, effectivement, pour peut-être envisager une deuxième étape de la mobilisation
de façon à pouvoir réentamer, si j'ose dire, une nouvelle année quand arrivera à la fin du mois de février, avec des hommes qui seraient un peu mieux équipés, un peu mieux entraînés. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui est frappant, ce qui est le non-dit de cette opération-là, c'est que le coupable des morts, c'est celui qui se présente comme celui qui comprend la douleur, ne fait pas de condoléances, mais promet d'accompagner, etc. Mais c'est quand même lui qui est à l'origine de ce drame, de cette tragédie que vivent ces mères dont les enfants sont envoyés au combat, et pour la plupart sans équipement et sans entraînement, et en plus dans une guerre qui est totalement injuste. Alors restez avec nous, je vous demanderai de répondre de façon brève à une question que Yannick Mireur a à vous poser. Oui, bonjour. La question que je voudrais vous poser, c'est que c'est assez... jusqu'où peut-on contenir, aussi difficile soit-elle à mesurer, soit-il difficile à mesurer le sentiment populaire, dans la mesure où le Koursk, c'était quelque chose de relativement circonscrit, c'est-à-dire un équipage de quelques dizaines de personnes. Là, c'est une mobilisation qui est massive. Et ça s'étale sur des mois, et on n'en voit pas la fin, comme d'ailleurs la personne qu'on a vue tout à l'heure à la télévision, cette femme qui défendait l'intervention, le disait elle-même. On ne sait pas où on va, d'où le fait que nous demandons qu'ils soient entraînés, nourris, soignés et commandés. Ce mot-là, on n'a pas oublié non plus. Donc, dans quelle mesure, encore une fois, on peut contenir, ce régime peut arriver à surmonter ceci, malgré toute l'orchestration à laquelle on insiste? D'abord, la femme qu'on a vue, elle est en service commandé en réalité. Il ne faut pas se leurrer. C'est une opération montée, façonnée, elle tient son discours, elle joue son rôle. Ça, il ne faut pas se tromper là-dessus, d'une part. D'autre part, au moment du Koursk, on est encore, au fond, on est à peine 10 ans après la glasnost et la perestroïka. Donc il y a eu l'expérience d'une parole libérée. Là, ce qui s'est passé, on a eu 20 ans de paroles petit à petit interdites. Et c'est ça la situation. Et moi, je crois que pendant encore longtemps, ça va durer parce que c'est une société qui est atomisée, c'est-à-dire que ça n'est même plus une société, c'est des individus face à un pouvoir qui détient toutes les clés. Et c'est les clés, d'une part, c'est les forces de police, etc. Mais derrière, c'est aussi le travail, c'est le logement, c'est l'accès à tous les services possibles et inimaginables. Si vous êtes en délicatesse avec ce régime, eh bien, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous n'aurez plus accès, c'est tout. Donc, merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. On se retrouve très rapidement dans ce 12-15. On parle de ces mères qui aujourd'hui réclament le retour de leur fils. Certains, bien évidemment, vous l'avez dit Magali, ne serait-ce que juste d'avoir les dépouilles. D'autres voudraient tout simplement, parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont sur le front, qu'ils reviennent. Écoutez cette conversation absolument extraordinaire entre une mère et son fils. Cela a été capté par les autorités ukrainiennes. Comment tu vas? Maman, c'est la merde. Quoi? Ouais, je suis en première ligne, vraiment en première ligne. Et les Ukrainiens tirent de partout. Là, ils sont dans la forêt juste à côté. Des mortiers, des tanks, tout nous attaque. Putain, pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans? Explique-moi. Comment je me suis retrouvé là-bas? Mais parce qu'on me l'a ordonné. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. De toute manière, ils nous ont sélectionnés pour nous envoyer ici. Hier, un putain de tank nous a suivis. Il avait une vision thermique. Il coupait tout, on s'est retrouvés coincés comme des rats. Putain, et combien de temps? Quand est-ce que vous revenez? Je sais pas. Ils disent que de toute façon, pour partir en permission, tu dois tirer 8 mois ici. Mais pas question, et ton contrat? Le contrat, ils s'en foutent. Sans jambes, sans bras, tu continues, même avec 200 morts dans l'unité. S'il te plaît, laisse-moi venir te chercher. Mais comment tu veux me rejoindre? Tu es mon seul fils, le seul. Changement de plateau et réaction. 109 sur ce plateau, réaction à cette intervention attendue de Vladimir Poutine. Alors, il y avait 2 dates qui avaient été annoncées, normalement dimanche, parce que c'est la fête des mères en Russie. Et là, visiblement, la chose a été avancée. On va revoir cette image, parce qu'elle est importante, cette image. Alors, ça se passe dans la datcha de Poutine. Il y a 18 mères de soldats qui ont été tués. Les volets, regardez, sont tirés. Ça a été diffusé, si vous venez de nous rejoindre, en léger différé. Il y a eu que l'intervention de Poutine qui a été diffusée. Et au moment où le président russe donne la parole à ses mères pour que
je cite, elle donne des idées et des propositions, on va revenir quand même sur ces 2 mots, eh bien là, le faisceau se coupe et il n'y a pas la suite. Le correspondant du Figaro à Moscou tout à l'heure nous disait que ça n'a pas été diffusé en direct. Votre réaction, fond et forme d'ailleurs, à ce qu'on vient de vivre ensemble. Bon, mais déjà, ça me rappelle une œuvre de la littérature russe qui s'appelle Tuer le dragon. Dans cette œuvre, il y a une scène quand justement le mari d'une des héroïnes se fait tuer par le dragon. Justement, c'est un tyran qui lui envoie sur la mort. Et d'abord, les réactions naturelles, elle commence à pleurer, elle est complètement dans l'état épouvantable. Et ensuite, tout de suite, il l'approche, il prend une médaille et il le met au-dessus. Et là, tout de suite, elle se réjouit. Elle se lève, elle embrasse le dragon et elle est très contente. C'est ça que ça me rappelle quand je vois ça. Bien sûr, c'est le même coup de propagande, c'est le même tentative, mais la raison pourquoi c'était coupé, quand même, me renvoie à une autre image de télé russe dans l'année 2000. Et c'était Kursk, après que la sous-marine s'est coulée. Et là, on a ce qu'on vu disait justement, avant que vous arriviez, ce qu'on disait, c'est que Poutine a retenu les enseignements, la déconvenue, parfois l'humiliation qu'il a subie par ses mères, après le drame du Kursk. En fin de compte, il a tout fait là, devant les caméras de télévision, pour ne pas le revivre. Et pour ne pas donner les paroles. C'est pour ça qu'on n'entend pas des voix, c'est pour ça que ça peut être coupé. Ah, c'est pour ça que ça a été coupé. Oui, parce que les réactions, que même pas tous ces gens-là vont être comme les moutons. Pas tous ces gens-là vont rejouer le rôle dans le tuer le dragon. Et il y aura des gens qui vont exprimer la vraie émotion et tout ce qu'ils pensent. Même si tout a été orchestré, il n'était pas à l'abri d'une des mères qui disent oui, je dirai ce que vous voulez. Et au moment en direct, se lâchent, disent la vérité, toute sa souffrance, toute sa douleur. Ouais, c'est vrai, on peut imaginer qu'il y aura un montage après éventuellement de ces prises de parole, Olivier Védrine. Non, moi j'ai vu ça. Bon, il y a. On sent qu'il est obligé de le faire, quoi. C'est vraiment service commandé. On sent qu'il y a une belle mise en scène. Je remarque aussi qu'il n'y a pas grand monde qui s'est servi en gâteau et en thé. Ça semble un peu rigide. Merci. L'impression que le thé, ils ne sont pas très rassurés. Non, mais il n'y a pas une grande convivialité, quoi. Et puis, il y a une tradition du thé. Il y a une tradition du thé. Ça a été fatal pour ça. Après, c'est très intéressant que les rideaux soient fermés, etc. Parce oui, alors, comme toute intervention, mais vous allez peut-être partager avec moi, de Vladimir Poutine, même quand il est au Kremlin. On ne voit jamais l'extérieur. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas. Quand j'ai eu des réunions dans certains appartements de mes amis opposants à Kiev, opposants russes, notamment après l'assassinat de Denis Voronenkov, qui allait voir mon ami Ilya Ponomarev à l'hôtel Première, je me rappelle de ce dîner que j'ai eu chez Maria Maksakova, la veuve, où les rideaux étaient tirés parce qu'elle avait peur de snipers. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'ai eu des dîners avec des rideaux tirés comme cela. Depuis 8 mois ou 9 mois, c'est le régime de Poutine. C'est-à-dire qu'aucune apparition. Il a peur, il est totalement paranoïaque, y compris dans son propre pays. Donc, si vous voulez, les rideaux tirés, ça, comme je vous dis, je l'ai vécu. Et puis, ce service commandé, ce texte qu'il a du mal à dire quand même, on le sent. Moi, j'ai aussi vu quand même un Poutine assez fatigué au niveau du visage. Bon, mais là, bon, on met de côté la maladie, tout ça depuis le temps qu'on en parle. De toute façon, ça ne change rien. Et ces femmes autour, qui sont là, obligées d'écouter. On le sent, c'est figé. Et c'est pour ça que ça a été coupé, parce qu'à mon avis, il ne veut surtout pas de réaction négative. Donc, c'est un service commandé. Où il n'y a pas d'élan, où il n'y a pas de... Il est obligé de le faire, point barre. Et pourquoi il dit, je revois ses propos, pas de condoléances de ma part, mais un partage de la douleur. Ça ne se fait pas, les condoléances en Russie. Si. Les condoléances en Russie, ça se fait. Et pourquoi il ne les fait pas à ce moment-là, alors ? Ah bah c'est la grande guerre patriotique, c'est comme dit, c'est le dragon qui va remettre une médaille, c'est tout. Hein. Est-ce que le dragon, il pleure ? Non. Non, et sa phrase d'avant, c'est « je ne veux pas m'embêter avec les formalités ». Voilà. Bon. C'est plutôt ça, oui. Je ne veux pas me livrer à un exercice artificiel. Pour moi, ça part du cœur. Je suis solidaire de votre douleur. C'est un peu ça qu'il veut exprimer. Hein. Mais moi, j'ai 2 remarques à faire encore. Une sur la forme. J'ai trouvé qu'on a un président Poutine quand même plus résigné que exaltant. Hein. Il prend un air contrit.
Il n'y a pas d'élan. Pardon ? Il n'y a pas d'élan. Il n'a pas d'élan. Et il est, pour moi, un peu résigné. Si vous voulez, quand on fait des interventions comme ça, il faut donner une ligne d'espérance aux gens. Parce qu'on est dans le malheur, on partage leur malheur. Il faut leur dire que demain sera plus beau. C'est la raison pour laquelle ces gens-là se sacrifient. Là, il n'y a absolument aucune ligne d'espérance. Au contraire, puisqu'on parle... Oui, mais général, je suis tout à fait d'accord, je vous laisse poursuivre, mais à aucun moment, il parle de pourquoi et quasi de où ils sont morts. Mais c'est peut-être aussi ça le problème. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Parce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de connexion entre cette sacralisation du personnage du héros, tout à fait classique dans la culture russe, et la réalité sur le terrain. On a l'impression d'avoir un pays, si vous voulez, qui a oublié d'évoluer depuis la moitié du XXe siècle, et qui fonctionne encore avec des principes de gouvernement, de comportement, de règne par la contrainte, d'annexion, etc., qui ne correspondent plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. Et il a réussi, alors ça c'est sa performance, à enfermer son peuple dans cette culture-là. Bon, mais je suis d'accord, mais on en parlait tout à l'heure. Donc, il a enfermé son peuple, mais nous sommes dans une pourquoi il en a rien à faire? Parce que nous sommes dans un horizon et une propagande mortifère. Oui, bien sûr. L'avenir, c'est pas l'avenir radieux, c'est pas la liberté, la démocratie, etc. C'est la guerre patriotique. C'est-à-dire que là, il est comme Hitler à la fin. Écoutez, on va jusqu'à l'effondrement. Et même si le peuple allemand disparaît, le peuple allemand n'a pas été à la hauteur de son destin. Donc le peuple russe, ben voilà, il doit être à la hauteur de son destin. Sa destin, ça peut être la mort totale. Et là, il est là-dedans. Il est dans un nihilisme très cher à l'histoire russe, mais aussi à cet horizon mortifère de la guerre patriotique, quand il y a des gamins de 3-4 ans qui s'habillent en militaire avec des poussettes en tank. Donc c'est l'horizon. Mais à part cet horizon-là, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Donc le culte du héros... On l'a bien senti. Voilà, c'est tout. C'est une impasse. Vladimir Poutine qui est peut-être certainement même allé moins loin que ce gouverneur. Regardez, écoutez-le bien, ce gouverneur d'Irkoutsk. Irkoutsk, c'est l'une des régions qui fournit la plus grande partie de la chair à canon envoyée au front. Regardez. Depuis des temps immémoriaux, les femmes ont toujours élevé leurs fils dans l'esprit du patriotisme, dans l'esprit de la défense, de leur patrie, de leur territoire et de l'endroit où ils vivent. Ma mère a dit une phrase merveilleuse. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appartiens pas. Tu appartiens à l'État, à la patrie. Avec respect et une grande compréhension, je remets un garçon de 18 ans pour le service dans les forces armées et tu deviens un homme de l'État. Il va très loin, là, ce gouverneur, comparé à Vladimir Poutine, qui ne pouvait pas, évidemment, avoir les mêmes mots que devant ses maires. Évidemment, mais il est quand même dans la même logique, si vous voulez. Hein. Ça ne change pas le fond des choses. Hein. Tous les deux s'accrochent à une vision qui est un peu fantasmagorique pour moi, par rapport aux réalités de notre époque. Hein. C'est ça qui me choque profondément. Il y a une volonté vraiment de... Il y a une sublimation. Hein, oui, voilà, sur la fibre patriotique. En fait, la mère élève son fils pour une cause ensuite qui va le dépasser, la défense de... Mais au-delà de ça, Poutine, qui ne peut pas offrir les réformes à son pays et un avenir radieux à son peuple, la mort est sublimée comme étant l'avenir radieux, la guerre patriotique pour la Russie. Parce qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de changement. Et c'est là où Poutine a échoué. Il n'a pas transformé cette Russie en pays moderne. Il l'a laissé dans une impasse d'une économie sur les matières premières. Il n'y a pas les réformes, il n'y a pas d'avenir, donc la guerre apparaît comme le seul avenir. C'est affreux, mais la sublimation, c'est pas la sublimation de la liberté, c'est la sublimation de cette guerre patriotique. Et surtout, pardon, excusez-moi. Et le rôle de l'Église orthodoxe russe devient aussi très important dedans, parce que ça devient plus ou moins la partie la plus importante dans la vie politique russe aujourd'hui, parce que c'est l'Église qui promet la vie après la mort. Et beaucoup de mères sont aussi les femmes qui constituent traditionnellement la public la plus nombreuse de ces églises. Mais moi, je me demande quel est le niveau de croyance dans tous ces propos parmi les auditoires présentés dedans. Il y a, bien sûr, c'est possible qu'il y a, comme sur les photos avec le gouverneur notamment, et c'est le gouverneur, pour moi, c'est pas celui-ci qui est important, c'est tous les gouverneurs vont juste faire répéter la ligne directrice du Kremlin. Et là, on a vu donc certaines femmes
femme qui semble être émue par le bouquet de fleurs qu'elle leur a offert au lieu de leur fils, mais je me demande est-ce que c'est une vraie émotion, parce que dans les cadres de télé, justement, soit après course, soit après aussi l'attentat terroriste dans le Caucase du Nord, donc de la Russie en 2004, on a vu que les émotions des mères sont complètement différentes. Et les protestations des femmes à Daghestan, juste après la mobilisation, étaient aussi témoignent d'émotions complètement différentes. Donc je me demande quel est le niveau de pénétration de la propagande, et j'estime que ça doit être pas très haut niveau. Non, moi ça me fait penser vraiment à l'époque soviétique où cette propagande, elle était devant la caméra, dans la rue pour les manifestations, et puis dans la cuisine, on disait autre chose, on pleurait, on parlait de la réalité. Et là, on est totalement dans une logique soviétique où effectivement, devant la caméra, tout se tient. Et on coupe d'ailleurs la caméra quand ça commence à devenir intéressant. Mais après, la réalité, elle va être dans les appartements. Et surtout, ça éclaire sur la considération que le pouvoir russe a sur l'individu. On parle souvent des droits de l'homme, etc. Chez eux, l'homme est conçu comme un pion au service de l'Empire. Et donc, ça, c'est sa raison d'être première, sa raison d'exister. Donc, tout le reste est subordonné à ça, y compris le sacrifice suprême de l'individu.